Ce dimanche, vous êtes au 7 Info, le rendez-vous de la rétrospective de l'actualité de la semaine. Bonsoir et bienvenue. Deux invités ce soir, il sera question de sécurité, de dialogue politique et de finances. J'ai avec moi le docteur Daouda Zouré, il est économiste, consultant, auteur du livre « La modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA, un modèle budgétaire africain ». Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, notre consultant analyste politique, Siaka Koulibaly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Tout de suite, c'est parti pour Retour sur Actu. Que retenir de la 21e édition de la JNP, la Journée nationale du paysan? Il y a eu le face-à-face hier entre les producteurs et le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Chaque parti a posé ses problèmes et ses attentes. La synthèse dans cet élément. Sécurisation foncière, facilitation des achats des intrants et matériels agricoles, construction de points d'eau et d'infrastructures routières. Ce sont les mêmes sempiternels problèmes du monde rural qui ont été exposés au président du Faso. Mais au-delà de ces difficultés connues, il y a le contexte sécuritaire qui a d'ailleurs cristallisé les débats de cette 21e journée nationale du paysan. Après des réflexions menées en atelier sectoriel, les participants invitent le gouvernement à adopter un plan d'urgence pour les producteurs victimes de l'insécurité. Aujourd'hui, qu'il y ait des mesures et des mécanismes qui puissent accompagner les jeunes, les femmes et ceux qui ont eu le courage de rester en tant que patriotes sur un terrain hostile, qu'ils soient accompagnés quand même. Et le plan d'accompagnement consiste aujourd'hui à créer un certain nombre d'instruments et de mesures, de mécanismes d'orientation, notamment l'accompagnement à la sécurisation effectivement des zones de production, la sécurisation des services sociaux, la sécurisation à l'accès, n'est-ce pas, de la circulation de leurs biens et de leurs personnes. Ce tête-à-tête avec le chef de l'État n'aurait pas eu tout son sens si des sons de cloche contraires ne venaient pas perturber le ton donné par le gouvernement. Sans détour, l'Union nationale des producteurs d'anacarde du Burkina a signifié au président du Faso son refus de cautionner la création du Conseil burkinabé de l'anacarde. La loi sur les interprofessions nous confère un certain nombre de missions et attributions. Nous constatons que ces missions et ces attributions sont dévolues à ce Conseil burkinabé de l'anacarde. Vous constatez que le prélèvement se fait sur l'exportation des noix brutes de cajou, alors que dans la filière anacarde, il n'y a pas que les noix brutes de cajou qui sont exportées. Donc, s'il y a pérennisation de ces actions-là, au sein de cette structure, nous pensons que toute la filière doit soutenir toute la filière. Donc c'est pourquoi nous avons dit au chef de l'État de surseoir et que des entretiens, un consensus se dégage avec tous les acteurs directs et aussi tous les ministères autour de cette situation. Séance tenante, le chef de l'État a ordonné l'Union à apporter ses amendements. Mais c'est également à son tour d'interpeller les producteurs de coton à tout faire pour que le Burkina Faso retrouve sa première place de producteur africain de coton. Nous devons, sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso, je dis bien sur l'ensemble, travailler à convaincre les différentes personnes producteurs de coton à se réinvestir dans cette activité. Et c'est pourquoi la sensibilisation, l'écoute, les discussions avec les producteurs est une question essentielle pour amener tout le monde à reprendre le travail et aller tous vers l'objectif de l'accroissement de la production. L'État s'est engagé à soutenir la prochaine campagne cotonnière à hauteur de 17 milliards de francs CFA et les producteurs cotonniers, eux, font le serment de produire plus de 800 000 tonnes. Mais ne cachent pas leur désir d'aller vers la culture d'une variété autre que le coton conventionnel. Au regard des résultats obtenus pendant plusieurs années avec la production de coton génétiquement modifié d'une part et des conditions de travail moins pénibles qu'octroie ce type de variété de coton, nous souhaitons vivement le développement d'une nouvelle variété de coton plus porteuse au bénéfice de tous les acteurs. Faisant le bilan des 16 principales recommandations de la 20e édition,
Les producteurs notent la réalisation de 5 d'entre elles. 9 sont toujours en cours de réalisation et 2 sont non réalisées. Il s'agit de la réduction du nombre des participants à la Journée nationale du paysan à 800 au maximum, dont 650 producteurs, et la non-effectivité d'appui financier accordé aux organisations professionnelles agricoles. Voilà, pour ce qui est donc des conclusions de la Journée nationale du paysan, avec des attentes clairement exprimées par le monde rural. Il y a la question sécuritaire, Siaka Koulibaly, on en parle, hein, ça revient un peu partout. Le cas d'Arbinda aujourd'hui, qui est une situation critique, hein, plus de commissariat fonctionnel dans cette localité. On a entendu le maire de cette commune chez nos confrères de Radio Omega. Il dit que l'axe Arbinda-Dori serait sous contrôle terroriste, a-t-il donc confié. Et là, c'est assez grave quand même. Oui, tout à fait. Mais là, dans le sujet, on entend le chef de l'État dire que sur l'ensemble du territoire, on devrait pratiquer la culture du coton. C'est peut-être en occultant le fait qu'il y a maintenant beaucoup d'insécurité. Et même dans la zone concernée par le coton, la boucle du Moun essentiellement et l'ouest du pays, je pense que la situation peut être assez difficile en certains endroits. Cette question de l'insécurité, bien sûr, pose problème. Armida, aujourd'hui, à moins de 3 mois, vient d'être coupé en quelque sorte. Et selon le maire dont vous avez parlé tout à l'heure, les terroristes seraient proches de Kaya. Et comme il le dit, Kaya, c'est quand même à 100 km. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à Kaya, il y a quand même une importante base militaire, qui est la première région militaire également du pays. On a du mal à comprendre comment est-ce que cette insécurité peut arriver jusque-là, de sorte même que Arbinda soit aussi sous le feu des terroristes. Donc ça pose pas mal de questions. On a cru ces derniers mois que notre armée avait réussi à repousser quelque peu les terroristes hors de la zone qu'ils occupaient avant. Le président de l'Assemblée a même dit à un moment que la peur avait changé de camp et que le pays était en 2 camps, il y avait ceux qui, voilà, etc. Donc, on a du mal à comprendre d'un côté le discours gouvernemental et de l'autre la situation réelle qui est rapportée tous les jours. Parce que ce que le maire rapporte, justement, ça c'est inquiétant parce que là, il y a ces déplacés au niveau interne. Oui. Et là, il dit qu'il y a une sorte d'asphyxie parce que c'est difficile de s'occuper, de prendre en charge tous ces déplacés également. Bien sûr. Il y a la question des déplacés, mais il y a surtout la question du fait que l'autorité de l'État dorénavant va cesser de parce que le maire qui parle, il réside à Ouagadougou, donc il n'est même plus sur le terrain. Et là, ça va être difficile pour lui de mais bien entendu, peut-être par téléphone qu'il essaie de joindre les uns et les autres, qui sont d'ailleurs dispersés un peu dans la nature. Mais la question d'Arbinda aujourd'hui, ce que ça révèle, c'est le fait que le terrorisme soit passé à un autre niveau, qui concerne aussi les civils. De plus en plus de civils, voilà, justement tués. Alors que de 2016 à 2018, fin 2018, la question était purement militaire. La cible était militaire. La cible était militaire. Maintenant, et je crois que ces passages au niveau des civils, on le doit peut-être à Yirgou, où on a vu donc l'implication des terroristes supposés dans l'assassinat du chef qui a déclenché les massacres contre les Peuls. Et comme il n'y a pas eu une résolution judiciaire efficace de la question, ça donne donc des débordements de ce genre-là, de sorte qu'aujourd'hui les terroristes s'en prennent à d'autres civils, certaines communautés également dans ces zones-là. Donc on peut craindre que si les forces de défense et de sécurité n'arrivent pas à contenir le terrorisme dans une zone limitée, il va sans dire que cela va être très difficile en termes de bilan humain, et à l'Est également. Il semble qu'après le passage de l'opération Otupano, maintenant, les terroristes semblent avoir repris encore des activités et par zone, ils arrivent à faire des attaques. Il y a effectivement l'assassinat cette semaine de ces enseignants également. Exactement. Donc la question sécuritaire, à mon avis, en avril 2019 est en train de s'aggraver. Et je ne sais plus quel recours il y aura là-dessus. Les conseils du secteur de la sécurité, ne se tiennent même plus. Le chef de l'État réunissait souvent les responsables militaires et les services de sécurité. Ça fait quand même un bout de temps qu'il n'a plus
convoqué cette instance-là. Peut-être que le dialogue politique qui va venir et dont peut-être nous allons parler va être une des solutions pour que d'autres ressources puissent intervenir dans cette question de la sécurité et surtout que d'autres approches que celles militaires pourront être abordées, de sorte à ne pas faire de la question sécuritaire uniquement une question militaire. La question, justement, et c'est ce que d'ailleurs le maire d'Arbinda a dit, il faut rapidement déployer l'armée au niveau donc de la commune pour faire face à la situation parce que c'est assez inquiétant quand même. On parle même des problèmes d'eau, etc. Mais il faut reconnaître que ces groupes-là aussi font même basse sur ces points d'eau. Là, ça devient assez inquiétant quand même. Est-ce que très rapidement, il ne va pas falloir imaginer aussi une autre opération à l'image d'Otapuanou dans cette région du Sahel, très rapidement? Bon, peut-être le bilan de Otapuanou reste à faire encore. Le chef d'état-major de l'armée disait que c'était un bilan positif. Mais quant à ce qui concerne le Nord, on sait que dans le Nord, les forces de défense et de sécurité ont eu l'habitude de procéder par des bases. Vous avez le GFAT, vous avez une autre base à Dori, mais qui est peut-être revenue vers Kaya. Et est-ce que cette stratégie est porte? Est-ce qu'il ne faut pas changer le fusil d'épaule et puis envisager peut-être des groupes plus restreints mais plus mobiles aussi pour s'adapter un peu au modèle que les terroristes eux-mêmes utilisent? Mais ça, c'est une question purement technique de la part des services qui sont concernés. En tout cas, du point de vue de la population, il y a une angoisse qui monte de plus en plus, y compris à Ouaga ici. Et c'est ça le grand danger justement. La cible qui était autrefois militaire, désormais, on s'attaque beaucoup plus aux civils avec tout ce que ça crée comme drame humanitaire, comme on est en train de vivre du côté d'Arbinda. Exactement. Du moment où on a passé à la dimension communautaire du conflit, il va sans dire que les populations civiles font partie maintenant des cibles. S'il n'y avait pas eu cette escalade vers la dimension ethno-communautaire, il n'y aurait peut-être pas eu ces passages. La stigmatisation a amené donc peut-être les terroristes à élargir le champ de leur cible, ce qui est beaucoup plus facile pour eux d'ailleurs, parce que joindre les militaires, ce n'est pas évident, ils peuvent être prêts, ils peuvent riposter, etc. Mais attaquer les civils dans les villages dispersés dans la brousse, c'est extrêmement facile. Et à ce moment-là, il se peut que les terroristes réussissent à occuper des larges pans du territoire burkinabé et à procéder à soit des exactions ou peut-être même à des exploitations, là où il y a des ressources naturelles disponibles comme les mines. Et il faut craindre que cela ne puisse leur donner du poil de la bête, de sorte qu'ils aient beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de ressources et puis soutenir durablement leur lutte. Docteur Daouda Zourin, les producteurs l'ont dit clairement, cette question sécuritaire a un impact sur la production. Aujourd'hui, ils ne se sentent pas en sécurité. Et là, c'est clair qu'il y a aussi crainte qu'on assiste à une baisse de la production au niveau agricole. Non, c'est tout à fait normal lorsque, en fait, les producteurs ne sont pas sécurisés. En fait, il va sans dire qu'on va assister en fait, à une baisse de la production, mais aussi tout ce qui est prévision de croissance économique, et donc en fait une accentuation de la pauvreté. Déjà, vous avez déjà le niveau de la production, si on fait référence aux indicateurs du PNDS, je me souviens qu'il était dit à certaines pages du PNDS que si on voyait l'indice de développement humain dans le Mouhoun, c'était l'indice le plus faible, et que aussi dans le Nord, et que ces producteurs de coton qui étaient arrivés à un certain niveau de production étaient les plus pauvres. Et maintenant, si on ajoute la dimension sécuritaire, bon, donc je me dis qu'en fait, dans ces pays, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que les matières premières comme le coton et l'or peuvent entraîner des développements endogènes? Nulle part au monde, ça ne se passe. Mais il y a que... Non, revenons. Lorsque, par exemple, le coton, vous n'avez aucune emprise, le coton appauvrit les sols. Mais lorsque vous allez dans la culture vivrière, comme le riz, vous dites que vous avez faim. Vous avez, par exemple, combien de Burkinabés qui meurent de faim par an? Et lorsque vous mettez une politique agricole bien ciblée sur les cultures vivrières, vous pouvez avoir, moi je préfère avoir 2 millions
de production de riz en mettant les mêmes politiques que le coton, que d'être premier dans le coton. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tous ceux qui produisent le coton sont les plus pauvres. Mais qui profite de ça? C'est ça la question. Donc il faut qu'on soit sérieux. Donc être producteur, premier producteur de coton, deuxième producteur. On est quatrième. Mais justement, Mali, la Côte d'Ivoire, mais Dieu merci, vaut mieux même qu'on soit dernier. Et le président de Faso qui appelle justement les producteurs à redoubler d'efforts pour qu'on retrouve notre première place de producteurs de coton. Moi je pense, excusez-moi, moi je pense que c'est une politique criminelle. Parce que ceux qui produisent, et puis le coton détruit les terres. Actuellement, dans le monde, vous ne pouvez pas cultiver certaines productions du fait, en fait, de la contamination des sols. Donc c'est ça la question. Si on veut parvenir à l'autosuffisance alimentaire, comme tous les pays, d'ailleurs même le coton a été introduit par le colon en 1947 comme culture coloniale. Pour vous, il y a une option à faire, un choix à faire entre les cultures de rente et les cultures. Mais c'est tout à fait. Lorsque vous mourrez de faim et que vous produisez quelque chose que vous ne transformez pas et que vous ne contrôlez même pas le prix sur le marché international, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc pour moi, il y a un problème. Vous êtes contre la production de coton? Mais entièrement contre. Qu'est-ce que ça produit? La preuve est là que ceux qui produisent le coton, je peux vous dire, peut-être qu'au Burkina, il n'y a que peut-être 10 ou 20 personnes qui profitent de la filière du coton. Vous partez voir dans la zone, c'est la pauvreté totale, c'est la misère. Et dans 10 ans, on ne pourra pas, utiliser les sols. Le coton appauvrit les sols. Donc, il faut faire une option. Donc, l'option, c'est les cultures vivrières et puis mettre en place des politiques en fait, de soutien à la production de certaines cultures. C'est d'ailleurs ce que recherchent les producteurs qui ont même demandé ce qui est un accompagnement par rapport effectivement à cette question sécuritaire. C'est accompagner tous ces producteurs qui acceptent, malgré la situation, de rester sur place pour continuer à produire, pour continuer à nourrir les Burkinabés. C'est une politique de discrimination positive qu'ils attendent à ce niveau, justement, ces producteurs. Oui, mais, et peut-être que l'état d'urgence qui avait été décrété, qui couvre aussi la grande zone cotonnière, on pensait que ça allait pouvoir apporter un plus de sécurité. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Étant donné le front très large du terrorisme sur le territoire burkinabé, les forces donc, sont obligées également de se disperser, ce qui fait que par point, il est extrêmement difficile de faire une concentration sécuritaire suffisante pour empêcher que cette insécurité ne perturbe le cycle de production qui est assez long dans l'année. Ce qui fait que la question est assez importante, mais en même temps que les producteurs soulèvent la question de la sécurité, il y a beaucoup d'autres questions, l'accompagnement même des filières. Vous avez vu, ceux de l'ANACAR ont aussi soulevé leurs questions. Donc, il y a pas mal de sujets qui tombent sur la table donc, du gouvernement maintenant. C'est vrai qu'à mon avis, il ne faudrait pas attendre les journées nationales du paysan pour procéder à ces brainstorming général sur l'espace public comme ça. Il faudrait peut-être mettre en place des dispositifs qui collectent les points de vue et les solutions que les producteurs pourraient proposer, y compris la question sécuritaire, et voir comment par zone on peut régler ça avec les services déconcentrés qui sont sur place. Pour compléter un peu ce que Siak a dit, en fait, au-delà, disons, de ces foires, de ces kermesses où on rencontre les paysans, c'est-à-dire tout gouvernement doit avoir une vision en matière de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque, par exemple, on dit que, par exemple, dans le domaine du riz, du coton, de l'anacarde, voici ce que le gouvernement a comme politique de soutien aux producteurs et jusqu'aux consommateurs. Et maintenant, on fixe, on soutient toutes ces filières-là. Lorsque tu produis l'anacarde, tu sauras combien tu peux avoir par an. Lorsque vous produisez le riz, vous savez combien vous allez avoir par an. Voici, ça c'est la vision. Lorsque vous ne faites pas ça, vous pouvez développer aucune structure de production. C'est ça la vision. C'est ce qu'on appelle des politiques cohérentes. Lorsque vous n'avez pas ça, donc vous allez vous promener chaque fois dans c'est des fois qui n'apportent pas, qui n'impactent pas. Ça fait combien de fois qu'on organise ça? Bon, ça ne Alors, sert à rien. Pendant effectivement ces échanges aussi, il y a également les producteurs de la région du centre qui ont posé la question de l'accaparement des terres au niveau de la région du centre par les sociétés immobilières qui, tout doucement, sont en train de prendre toutes les terres cultivables
irrétrievable. Et là aussi, c'est le gros danger pour la région du centre. On va poursuivre notamment avec le dialogue politique. 2 préalables posés par l'opposition avant toute participation à ce dialogue voulu par le président du Faso, la mise sur place d'un cadre réglementaire et les modalités de mise en œuvre et de suivi des décisions issues donc de ce dialogue. Le chef de file de l'opposition politique qui reste sceptique sur le démenti du gouvernement à propos des négociations présumées avec des groupes terroristes. Cela faisait quelques mois qu'il n'était pas apparu au point de presse hebdomadaire de l'opposition politique. Mais les révélations du magazine Africa Intelligence sur la supposée négociation du président du Faso avec les terroristes ont peut-être obligé Zéphirine Diabré, chef de file de l'opposition, à prendre les devants. Il demande au président du Faso de clarifier sa position. Le porte-parole du gouvernement a certes apporté un démenti, mais le CEFOP reste sceptique. Je sais que le rôle du ministre de la Communication, c'est de faire des démentis. Ça ne date pas d'ici, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris. Vous n'avez quand même pas pensé qu'il va venir pour confirmer ce genre de choses-là, qui sont quand même en fait embarrassantes pour le gouvernement. Mais je vous dis, nous on n'a pas les éléments d'information qui permettent d'en assurer la véracité, mais Africa Intelligence n'est pas une revue n'importe laquelle, une revue très très sérieuse, que tous les palais présidentiels d'ailleurs reçoivent et qu'ils lisent à longueur de journée. Et deuxièmement, il y a des indications de personnes. Et aucune de ces personnes-là, à ce que je sache, à ce jour en tout cas, n'a publié un communiqué ou un démenti. Si l'information était avérée, le CEFOP pense que la démarche du gouvernement serait incohérente. Le pouvoir actuel ne peut pas accuser l'ancien président Blaise Compaoré d'avoir pactisé avec les terroristes et adopté à son tour les mêmes pratiques. Si, depuis 3 ans, vous avez un leitmotiv, il faut être cohérent. Vous dites et vous accusez votre prédécesseur d'avoir eu des contacts avec les acteurs donc, de la crise, et vous dites qu'ils ont négocié. Et vous jurez sur... Donc vous en faites un péché. D'après vous, c'était un péché. Donc vous dites que ça, jamais vous ne ferez pas ça, et vous l'accusez à longueur de journée. Voilà, vous le jetez l'opprobre sur lui. Et en même temps, vous-même, ce que vous vous reprochez comme étant une solution ayant été appliquée par l'autre là, c'est celle-là que vous employez maintenant. Il faut être cohérent. L'autre sujet à l'ordre du jour, c'est celui relatif au dialogue politique initié par le chef de l'État et qui devrait normalement se tenir le 28 avril prochain. L'opposition se dit disposée à y prendre part, mais demeure inquiet. À 3 jours de la date prévue, elle dit toujours ignorer l'endroit où il se tiendra, les points qui seront débattus et la manière dont vont se dérouler les travaux. Ne comptant pas y faire de la figuration, le CEFOP conditionne sa participation à ce dialogue au respect de 2 préalables. Le premier préalable a trait au statut même du dialogue et au cadre réglementaire. Parce qu'une rencontre aussi importante, en pleine crise, doit être encadrée par des dispositions juridiques appropriées. Le second préalable est relatif aux modalités de mise en œuvre et de suivi des décisions et recommandations et engagements qui seront issus du dialogue. L'opposition politique burkinabé n'est pas prête à aller quelque part causer de tout et de rien, se lever et repartir sans qu'il n'y ait des débuts de solutionnement concret aux problèmes que vivent les Burkinabés. L'opposition politique s'est aussi prononcée sur l'accord entre la coordination des syndicats de l'économie et des finances et le gouvernement. Elle invite l'exécutif à respecter ses engagements et les 2 parties à rendre publiques les conclusions de leurs accords pour éviter des polémiques dans l'avenir. Chaka Koulibaly, ce dialogue politique, visiblement, les choses qui semblent visiblement mal parties, hein, déjà pour le calendrier, une programmation, mais en même temps, apparemment, on n'a pas bien calculé les choses. Il y a la journée nationale du paysan, mais il y a bien d'autres calendriers qui font que, finalement, on se demande voilà, si ce dialogue aura lieu quand. Oui, je pense que si le dialogue allait vraiment se tenir, on l'aurait su. Je pense que les médias aussi, vous aurez été informés de façon beaucoup plus pragmatique que cela. À mon avis, c'est peu que le dialogue soit repoussé, hein, pour beaucoup de raisons, hein, des raisons du calendrier du gouvernement, mais aussi à cause de ce que le CEFOP a dit, en disant que l'agenda du dialogue doit aller au-delà de ce que le chef de l'État a évoqué, les 3 questions que le chef de l'État a évoquées, et qu'à leur sens, il serait donc bon d'utiliser cette occasion pour toucher du doigt tous les sujets qui ont besoin d'être évoqués aujourd'hui,
questions sécuritaires, questions, c'est vrai, de l'élection, mais aussi les questions socio-économiques, la question de l'économie, la fronde sociale aussi. Plein de questions sont poussées en avant par le CFOP pour cela. Moi, je pense que le gouvernement, il faut se demander, est-ce que ce dialogue politique-là, il est arrivé par la pression de la situation que nous vivons, à la fois fronde sociale et insécurité, ou est-ce que c'est un calcul politicien en vue des élections à venir, ou peut-être le chef de l'État veut avoir un lien permanent avec les partis de l'opposition pour des calculs politiciens par la suite. Il y a cela. Il n'y a pas derrière une vision clairement affichée par rapport à ce qu'on recherche à travers ce dialogue. Et le gros problème de ce dialogue politique, c'est que c'est venu en une annonce, un communiqué à l'issue d'un échange entre les deux parties. À mon avis, dans ce type de situation, on doit avoir un document de base qui décrit le dialogue, son agenda, son format, mais surtout les mécanismes de mise en œuvre des décisions et le mode d'adoption des décisions. Comme on n'a pas ces documents, c'est peut-être même pour cela que le calendrier aussi devient aussi aléatoire. Et là, il faut voir comment le CFOP pose la question comme si l'initiative revient au gouvernement et qu'eux, ils ne vont pas y aller si le contenu de l'agenda n'est pas assez étoffé. Mais je crois que du point de vue de l'opposition, il ne faut pas s'en tenir uniquement à cette question de l'agenda. Si l'opposition pense qu'il y a des sujets relevant de la gouvernance nationale qui nécessitent des débats de fond de la classe politique et des forces vives, qu'il fasse un plan complet également à son niveau. Et je vais donc me référer à la situation du Mali. Aujourd'hui, ils ont signé un accord politique entre le gouvernement et l'opposition qui va aboutir à un gouvernement de large ouverture dans lequel plusieurs ressources vont intervenir. Donc, si l'opposition pense que le dialogue politique est nécessaire et qu'on peut passer par là pour sauvegarder la situation du pays, il faut avoir aussi une vision complète de la chose. Je crois que l'opposition a déjà clairement défini les axes sur lesquels... Oui, les axes sont définis par l'opposition, mais je vois que l'opposition rejette dans le camp du gouvernement la tenue ou la non-tenue et le contenu. Donc, il faudrait qu'eux-mêmes aient un plan beaucoup plus concret, beaucoup plus solide, consolidé, je veux dire, pour que, même si le gouvernement arrivait à fixer un calendrier, il y ait en même temps une opportunité politique pour l'opposition qui va servir à l'ensemble du pays pour régler les grandes questions, que tout le monde pense qu'il y a des sujets qui nécessiteraient des débats de fond, mais qui jusque-là ne sont même pas abordés par la partie gouvernementale. Toujours est-il que ce dialogue, c'est une nécessité aujourd'hui? Si, le dialogue est une nécessité, on l'a dit depuis longtemps. Tout ce que les gens appellent réconciliation, à mon avis, la clé de voûte de la réconciliation passe par le dialogue politique, qui va donc prendre des décisions sur ces grandes questions-là. Qu'est-ce qu'on fait de la justice? Qu'est-ce qu'on fait des réparations? Qu'est-ce qu'on fait des mécanismes de non-répétition, etc., etc. Mais s'il n'y a pas un dialogue politique qui porte sur ces questions, il va me sembler difficile qu'une simple rencontre, des discussions puisse arriver à nous sortir de l'ornière. Voilà. La suite de cette info, semaine particulièrement mouvementée au Burkina Faso, avec des grèves ou des menaces de mouvements d'humeur à l'appel, à commencer par la grève des avocats. Des avocats qui quittent la salle d'audience du tribunal militaire où se déroule le procès du putsch manqué de septembre 2015. L'audience qui devrait reprendre ce 23 avril après 2 semaines de suspension a été aussitôt renvoyée au 30 avril prochain. C'est la conséquence directe de la décision de l'Ordre des avocats du Burkina de suspendre la participation des avocats à toutes les audiences des cours et tribunaux sur l'étendue du territoire national. Moi, en tant qu'avocat, j'ai des clients qui sont détenus, par exemple, à la maison d'arrêt depuis des mois, qui ne peuvent pas voir un juge, qui ne peuvent pas être jugés. Je trouve que c'est anormal. Et ce que nous faisons, c'est d'interpeller les autorités en leur disant, écoutez, la justice, il faut qu'elle fonctionne normalement pour tout le monde. Mais sinon, c'est d'autres graves problèmes qu'on pose. Vous ne pouvez pas emprisonner des gens. Parmi eux, il y a même probablement des innocents qui attendront des mois, peut-être voire des années, si cela se poursuit ainsi, pour après s'entendre dire qu'ils sont innocents. Et ce serait vraiment injuste. Et il n'y a pas que le procès du coup d'État manqué qui est affecté par ce mouvement d'humeur. Au tribunal de grande instance de Ouagadougou, les différentes salles d'audience sont restées vides.
Selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats, la crise qui secoue l'appareil judiciaire depuis 8 mois n'a que trop duré et accuse l'État d'être le seul responsable de ce dysfonctionnement. Et le ministère de la Justice, qui ne veut pas rester muet sur cette crise, a rencontré le premier responsable des avocats à son cabinet dans l'après-midi de ce 23 avril. Nous avons pu échanger, nous avons compris les efforts qui sont faits au niveau du ministère. Il y a de bonnes perspectives, donc nous aviserons. L'un des proches collaborateurs du ministre de la Justice qui a pris part à la rencontre annonce des mesures pour une sortie de crise. Le ministre de la Justice tout à l'heure a reçu le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour lui expliquer ce qui est entrepris pour résoudre le problème de fond, je dis bien pour résoudre le problème de fond des greffiers et du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Et ce problème de fond, c'est lequel? C'est la mise en œuvre concrète de leur nouveau statut. Je crois qu'en principe, dans les jours à venir, il y aura une évolution dans ce sens. En dépit de ce tête-à-tête, l'arrêt de travail des avocats de 4 jours débuté ce 23 avril et la marche prévue pour le lundi sont toujours d'actualité. Il y a ceux qui sont en grève et il y a ceux qui menacent d'y aller. Ce sont les médecins. Ils l'ont annoncé en Assemblée générale cette semaine. Une lettre d'interpellation a été déposée auprès du ministère de la Santé. Le CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina, dénonce, tout comme le SINCHA, le non-respect des engagements pris par le gouvernement. La fonction publique hospitalière est en jeu. Si c'est le vendredi dernier que le mouvement d'humeur des greffiers est entré dans sa phase active, force est de constater que les mécontentements au sein de ce corps se manifestaient déjà depuis quelque temps. La raison des reversements mal faits. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est cet avant-projet de loi qui aurait été modifié unilatéralement par le ministère de tutelle. En fait, le mouvement d'humeur est fondé sur la modification unilatérale au ministère d'un avant-projet de loi qui avait prévu des dispositions en ce qui concernait les greffiers et qui a été modifié unilatéralement par le directeur de cabinet pour envoyer à l'Assemblée nationale. Le directeur de cabinet du ministère de la Justice directement mis en cause dans cette affaire refuta les accusations portées contre lui. Lorsque le texte sort du Conseil des ministres pour aller vers l'Assemblée nationale, le ministère initiateur ne peut rien n'apporter ou ajouter à ce projet de texte en dehors des instructions que le Conseil des ministres a donné de prendre en compte. Que dit cet avant-projet de loi qui cristallise les passions? Voilà, le texte, il y avait une des dispositions qui disait que les magistrats, les greffiers en chef, les greffiers, les secrétaires des greffes et parquets, les gouverneurs de région, les hauts commissaires de province, les préfets de département, lorsqu'ils sont poursuivis pour crimes et délits, on doit désigner une juridiction particulière autre que là où ils sont pour que cette juridiction puisse connaître de l'affaire. Ça suppose qu'avec cette disposition, on allait éviter l'arbitraire et le favoritisme. Voilà. En fait, un exemple, un greffier qui officie au tribunal de Kaya, s'il a un problème, on désigne une juridiction qui va connaître de l'affaire. Ça veut dire que le favoritisme qu'on aurait pu faire au tribunal de Kaya sera évité, ou bien le règlement de compte qu'on aurait pu faire au tribunal de Kaya parce que nous travaillons ensemble sera évité. Selon le ministère de la Justice, les greffiers n'ont jamais été pris en compte parmi les corps professionnels qui doivent bénéficier de ces dispositions, ni dans le code de procédure pénale en vigueur, ni dans celui en examen. Ils n'en bénéficiaient pas, ou pas qu'ils n'en bénéficient pas, ils n'en bénéficient pas. Puisque pour l'instant, il y a des textes qui sont encore d'application. Il y a un code de procédure pénale qui s'applique. Ils n'en bénéficient pas, les magistrats non plus. Puisque les textes qui accordaient ce privilège aux magistrats a été abrogé depuis 2000. Mais pour les magistrats, ça existait. Mais pour les greffiers, à mon avis, ça n'a jamais existé. C'est des propositions qui avaient été faites de leur faire bénéficier de ces avantages. Mais si à un moment donné, pour un certain nombre de raisons ou d'arguments qui peuvent tenir, s'ils ne sont pas d'accord avec ces arguments, je crois que l'Assemblée leur donne l'opportunité et la latitude d'aller convaincre l'Assemblée
sur la nécessité de les prendre en compte dans ces privilèges. Les greffiers sont convoqués à l'Assemblée nationale où se trouve actuellement le projet de loi ce mercredi 24 avril pour discuter de la question. À ce stade de la lutte, le syndicat affiche presque son impuissance face à la situation. Il insiste, nous n'avons pas décrété ce mouvement d'humeur, alors nous ne savons pas quand est-ce qu'il prend fin. Nous étions toujours dans le secteur de la justice parce qu'il n'y avait pas que les avocats qui étaient en grève, les greffiers eux aussi étaient en grève. Mais il y a les médecins qui menacent d'aller en grève et en cause la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière. La fièvre sociale serait-elle devenue contagieuse? La CNCE, les greffiers, les avocats et le SINCHA ont-ils inspiré les médecins du Burkina? Visiblement oui. Au sein de leur syndicat, les positions se radicalisent. Ça passe ou ça casse, c'est le message qui sera transmis au gouvernement ce 23 avril en guise de dernière interpellation avant d'entamer les grèves. Les médecins du Burkina sont verts de rage, ils fulminent contre le gouvernement. Les médecins ont été assez patients depuis 2015. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les choses n'avancent pas. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à passer à la vitesse supérieure. Et cette Assemblée générale va être l'occasion de valider une lutte qui va aller de façon graduelle. Et cette lutte graduelle pourrait aller jusqu'à une grève illimitée si l'on n'appliquait pas de façon résolue, de façon effective, la fonction publique hospitalière. Mais qu'est-ce qui coince dans l'adoption des décrets relatifs à la fonction publique hospitalière quand on sait que la loi elle-même a été votée depuis décembre 2017? Le CIMEB évoque des divergences autour des préalables de l'Agence de gestion des soins primaires. On ne refait pas le monde. L'agence de gestion des soins primaires existe ailleurs, existe au Ghana, existe en Éthiopie. D'ailleurs, vous verrez dans la littérature, les agences régionaux de santé en France existent et ces agences régionaux font des activités de santé publique et de soins. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi l'administration hésite. Pour lever toute hésitation, des propositions concrètes seront faites à cette Assemblée générale où il est également question de l'organisation du travail dans les hôpitaux et leur équipement. Une assise qui va donc s'appesantir sur les conditions de vie et de travail des médecins jugés inacceptables. Le fait que nous avons prêté serment, ce n'est pas un vœu de pauvreté. Cela ne veut pas dire que nous ne devrons pas nous nourrir de notre art. Voyez-vous, aujourd'hui, un médecin qui fait 12 à 13 années de formation, après le baccalauréat, se retrouve souvent autour de 300 000 francs avec les indemnités compris. Ça pose quand même un sérieux problème. Vous connaissez la cherté de la vie aujourd'hui et je crois qu'il est temps que les autorités regardent vivement. Voilà, les médecins qui menacent d'aller en grève, les agents des finances, eux, ont le sourire. Ils ont plutôt obtenu un consensus avec le gouvernement et donc ils ont repris le travail convenablement cette semaine. Idriss Aki est au guichet du Trésor public pour une fois de plus tenter de faire son versement après plusieurs tentatives manquées. Lors de ses passages antérieurs, les caissiers lui auraient fait cas d'un dysfonctionnement lié au réseau. Mais dans la matinée de ce 24 avril, les choses vont plutôt mieux pour lui. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Moi, je suis venu ici plusieurs fois. Vous voyez l'ambiance qu'il y a. Alors là, les jours passés, c'était la même ambiance, mais une ambiance qui n'était pas heureuse, mais une ambiance surtout d'agacement. Puisque tout le monde était énervé. Vous pouvez venir vous asseoir 2, 3, 4 heures de temps sans pouvoir faire votre opération et vous repartez. Vous perdez votre temps, vous n'avez pas pu faire ce que vous êtes venu faire. Alors tout le monde était énervé. Aujourd'hui, vraiment, on est content, on est satisfait. La plupart des guichets fonctionnels sont ouverts. Les agents sont en place. Il y a certes peu d'affluence, mais les opérations des usagers semblent plutôt bien se dérouler. La moitié des gens qui étaient là ce matin sont déjà partis. Moi, j'étais en 14e position. Bon, mais déjà, c'est déjà fini avec moi. Donc aujourd'hui, en tout cas, oui, il n'y a même pas d'affluence. Beaucoup de gens ont été déjà satisfaits et sont rentrés. Faut-il donc voir en cette célérité du service un lien de cause à effet entre le terrain d'entente qui a été trouvé entre le gouvernement et les agents du ministère des Finances?
En tout cas, tout porte à le croire. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la direction de la lutte de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances invitait les travailleurs à reprendre convenablement le travail dès ce mercredi. Mais si au Trésor le travail se passe bien, ce n'est pas le cas de la direction du centre des impôts Ouaga 5. Ici, les guichets sont aussi ouverts. Les agents sont dans leur bureau, mais les rangs n'avancent pas. Les usagers sont agacés. Je vous assure que ça n'avance pas. Et nous sommes là depuis 8 heures et véritablement il n'y a que 2 personnes qui ont pu payer. Donc je ne sais pas réellement ce qui se passe. C'est une question de réseau, dit-on. Mais je ne sais pas si réellement c'est la chose qui existe, mais nous sommes là quand même. D'aucuns disent que c'est le réseau, mais pour ma part, je pense que c'est plus compliqué que cela. C'est l'incompréhension pour ces usagers qui espéraient une fluidité des opérations avec cet accord entre le syndicat des finances et le gouvernement. Mais pour prouver sa bonne foi, un agent qui a requis l'anonymat nous permet à titre exceptionnel de filmer sa machine. La lenteur des services est due à une mauvaise qualité du réseau, estime-t-il. C'est ça comme ça, si elle lance, ça balance. Comme c'est à la caisse, elle ne peut pas prendre le risque de forcer. Si elle clique 2 ou 3 fois pour forcer venir rapidement, le nombre de clics égale le nombre d'encaissements. Donc si elle s'amène, elle va rembourser le soir. Donc elle est obligée d'attendre comme ça pour que ça tourne venir avant de pouvoir passer à autre contribuable pour que ça traîne un peu. Les agents des impôts indiquent qu'il ne s'agit en aucun cas d'un sabotage. Ils demandent la compréhension des contribuables. Des usagers qui, tout en saluant l'accord qui a été trouvé entre la CSMF et le gouvernement, pensent que dorénavant, l'exécutif devrait anticiper sur ce genre de crise pour éviter qu'elle ne paralyse le tissu économique du pays. Le bout du tunnel, donc, quitte du contenu de cet accord entre le gouvernement et la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. On en sait un peu plus ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Des primes de motivation allant de 400 000 à 900 000 francs CFA par trimestre selon les catégories seront versées aux agents. Dans ce sens, le Conseil des ministres donc, a adopté un décret. Précision avec le ministre en charge des Finances, Lassane Kaboré. Les négociations ont porté sur 2 axes. 1, les fonds communs, on n'en parle plus puisque les fonds communs sont supprimés. Et ça a eu donc beaucoup de discussions qui ont permis que le mouvement syndical, donc les acteurs, puissent accepter donc que le principe du fonds commun est supprimé. La loi parle maintenant de primes de motivation. Le gouvernement, donc conscient, bien sûr, et en application des dispositions de la loi, surtout l'article 94, qui reconnaissait qu'il va y avoir des difficultés. Donc, à donner des orientations pour que les négociations se fassent. Et c'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à une réduction donc, conséquente et à une maîtrise. Donc, la maîtrise a permis donc, de retenir donc, les 25% déjà que la loi autorise et de faire maintenant des mesures d'accompagnement par palier. Donc, ce qui a permis d'avoir des forfaits globaux par palier. Quand vous prenez le niveau supérieur, c'est-à-dire que le cadre A, B et ainsi de suite, vous avez un montant forfaitaire qui est donné de 900 000. Quand vous prenez les catégories B, vous avez des montants forfaitaires qui sont donnés de 700 000. Quand vous prenez les catégories C, vous avez des montants forfaitaires de 600 000 et les catégories D et E, des montants forfaitaires de 400 000. Sur ces montants qui ont été donnés, il faut préciser que le décret, les mesures d'accompagnement sont de 3 ans. Donc, de 3 ans que le décret précise les mesures d'accompagnement, parce que je ne disais pas que le système bancaire aujourd'hui, vous le savez bien, il y a eu des engagements liés à ces fonds. Et naturellement, le problème que le gouvernement a regardé, c'était le fait qu'il y allait avoir une crise systémique sur un certain nombre d'établissements financiers. Donc, en donnant 900, la banque va faire un rééchelonnement. Ça a été ça les discussions qui ont permis en tout cas de durer, parce qu'il fallait d'abord que nous bouclons les discussions avec les banques. Donc aujourd'hui, il y a eu donc une réduction de 67 à 68% du montant qui était servi en 2018 et bien sûr qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le souci non seulement de tenir compte
de situation fragile des banques, mais aussi de tenir compte de la situation que la nouvelle réglementation créait. Puisque vous savez que la prime de motivation est trimestrielle, donc on ne peut pas avoir 900 000 par mois. C'est comme si c'était la prime de rente. Donc elle est trimestrielle. Donc quand vous prenez, comme je l'ai dit, elle est échelonnée de 900 à 400 000. Donc ce n'est pas toutes les catégories qui ont les 900. Donc c'est véritablement donc, de 400 000 jusqu'à 900 000. Docteur Zouré, là, c'est finalement le compromis qui va permettre de relancer la machine du recouvrement au niveau des finances. Finalement, est-ce que pour le gouvernement, c'est un recul ou, comme ils l'ont dit, c'est juste une application donc, de la loi dans le cadre donc, de l'exécution du budget 2019? Moi, je pense que c'est un recul. Et si vous avez que, en fait, le rapport de force n'est pas en votre faveur, ce n'est pas la peine d'entamer un bras de fer, en fait, qui entraîne en fait une morosité dans l'économie nationale. Vous savez, nous sommes dans une situation où en fait, il n'y avait plus de recouvrement. Bon, donc, en plus, la situation qu'on avait, bon, donc, il ne fallait pas attendre ça. Bon, donc, même s'ils commencent à faire des recouvrements, maintenant, ce sera encore difficile de rattraper le retard. De rattraper le retard. Même les objectifs ne seront pas atteints. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a une irresponsabilité de la part du gouvernement. Si vous savez que vous allez reculer, et que, bon, la question du fonds commun, c'est un droit. Moi, je suis désolé, dans tous les pays du monde, le fonds commun. Donc, en fait, il y a eu, comme je l'ai toujours dit, la question du fonds commun a été posée dans la mesure où le gouvernement était dans une mauvaise politique de gouvernance. Et maintenant, on prend les financiers comme étant des boucs émissaires. Et maintenant, les mettre, disons, avec la population, etc. Donc, la vraie question, ce n'est pas le fonds commun. La vraie question, c'est la mauvaise gouvernance. Et maintenant, on prend en fait les financiers comme étant les boucs émissaires. Bon, donc vous faites ce bras de fer. Maintenant, tous les objectifs en matière de recettes ne se pourront pas atteindre. Parce qu'on a été plus ambitieux cette année par rapport au budget 2019 en termes de recouvrement. On a été plus ambitieux, mais là, c'est compromis. Mais c'est tout à fait compromis dans la mesure où les objectifs de l'année dernière ne sont pas atteints. Comment vous pouvez atteindre les objectifs plus ambitieux? Donc, ça veut dire que le budget ne se fait pas dans un cadre rationnel et réaliste. Lorsqu'on fait des prévisions sans tenir compte en fait des réalités conjoncturelles, etc. du pays. Bon, donc on dit aux financiers, faites tant de recouvrement. Donc en fait, c'est pas la même façon qu'on fait le budget. On fait le budget à partir des données sur l'investissement, sur ceci, cela. Bon, donc, lorsqu'on fait le budget de façon en fait, traditionnelle, donc on arrive à ces résultats-là. Donc, c'est pour dire que, en fait, les résultats ne seront pas atteints. Même si les financiers font le recouvrement jour et nuit, les objectifs ne seront pas atteints. Donc, c'est ça la question de fond. Il fallait anticiper lorsqu'on sait qu'on n'a pas le rapport de force, c'est-à-dire qu'on n'entraîne pas le pays dans cette morosité. Voilà, c'est ça la question de fond. Cheikh Koulibaly, en même temps, on crée un précédent parce que là, on a vu tout de suite la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation, des enseignants qui, très vite, reparti déjà une grève de 24 heures, mais après, très vite, en fin de semaine, qui a annoncé une batterie de mesures qui va forcément paralyser le secteur de l'éducation. Tout à fait. Moi, jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre comment des dirigeants d'État aient pu tomber dans cette question des fonds communs et des primes. Avec la résolution qu'on vient de voir, supprimer des fonds communs qui relèvent déjà des droits acquis, mais aussi d'une pratique dans le domaine, je pense que c'est un peu assez léger comme gestion des politiques économiques. Maintenant que le gouvernement a cédé, effectivement, les effets induits vont s'en ressentir. Vous avez vu déjà que les magistrats qui sentent bien que s'ils avaient réussi, le gouvernement avait réussi à régler la question des financiers dans le sens qu'ils souhaitaient, on serait peut-être revenu sur les avantages qu'ils avaient obtenus en 2016. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont signé le communiqué avec la lettre au ministre, disant qu'ils ne voudraient pas participer à la commission qui est prévue pour régler la question de la remise à plat des... Et là, toutes les autres catégories de travailleurs
vont revenir sur la scène avec leurs revendications. On a vu donc les enseignants qui vont adopter à peu près la même démarche que les financiers, à savoir éviter les grèves qui créent beaucoup de problèmes. Il y a des sanctions possibles en cas de grève, notamment financières, mais ils vont suspendre la plupart des prestations sensibles. Les examens, les évaluations, les examens de fin d'année, etc. Ils annoncent des sit-ins pour tout le mois de mai. Et des sit-ins également. Ils vont venir dans les lieux de travail et puis ne pas travailler. Du coup, il va y avoir une grande perturbation également de ces domaines-là. Et si on poursuit la réflexion, on s'est demandé pourquoi est-ce que les agents de l'État, que ce soit les financiers, que ce soit les enseignants, que ce soit les agents de la santé, connaissant peut-être ce dont on parle comme difficultés budgétaires, poussent quand même les revendications des conditions matérielles. Et là, on est obligé de mettre à contribution le fait qu'il y a également une certaine manière de gérer les budgets des ministères, que eux, agents publics, ils sont au courant. Ils sont aux premières loges. Du coup, ils voient un certain nombre de dépenses qui sont engagées, qu'ils pensent ne pas être des dépenses prioritaires ou des dépenses conformes. La réduction de train de vie etc., de l'État etc. annoncée au niveau de l'exécutif, qui jusque-là a coup de séminaire gouvernemental, mais qui n'arrive pas toujours. Il est difficile pour nous de l'extérieur d'en discuter, mais les agents qui sont à l'intérieur des ministères sont très bien au courant. Et vous voyez cette question donc des caisses noires, les fonds de souveraineté, qui seraient passés de 31 milliards en 2016 à 215 milliards en cette année. Donc, vous voyez un agent qui a du mal à assurer son logement, qui a du mal à maintenir son moyen de déplacement, qui a du mal à assurer la scolarité de ses enfants, et qui voit certaines pratiques au sein de son cabinet. Je pense que ça peut amener donc à soutenir de tels mouvements de grève. Et quand on regarde dans le passé, je parle notamment sous l'ancien président, les grèves avaient beaucoup moins de succès que maintenant. On a des grèves qui sont à peu près unanimes dans les différents secteurs comme l'enseignement, la santé, etc., etc. Donc cela démontre qu'il y a un profond malaise à l'intérieur donc de ces départements ministériels qu'il faudrait plutôt voir du point de vue du gouvernement. Dieu merci, le Premier ministre, dans son discours de politique, a parlé de réduction du train de vie de l'État. Il en a fait une orientation de son action gouvernementale. Maintenant, il lui reste à mettre en œuvre les mécanismes pour se pencher sur cette question-là et voir effectivement comment on peut arriver à empêcher que les actes de gestion de politique économique des différents départements ministériels n'en viennent à susciter une sorte d'injustice, des inégalités de la part des agents qui pensent être donc les parents pauvres de la gestion de l'État. En tout cas, on attendra de voir à ce niveau parce que l'exemplarité, c'est ce qui est demandé au niveau donc, des autorités. Alors, on est en fin d'émission, mais on voudrait parler d'un sujet, docteur, la Caisse de dépôt et consignation qui officiellement, on a avec l'ancien Premier ministre Paul Kabatiba qui a été nommé comme directeur général donc, de cette caisse-là, qui sera bientôt, donc, en tout cas, opérationnelle, hein, il faut le dire, et qui devrait permettre à l'État de mobiliser de l'argent pour des investissements structurants, surtout au niveau déconcentré. Alors, l'État place beaucoup de perspectives dans ce sens. C'est l'un des engagements du président du Faso dans son programme présidentiel, comme ça a été le cas pour la Banque agricole, saluée d'ailleurs lors de la Journée nationale du paysan par le monde rural. Là, la caisse est là. Mais déjà, il y a des inquiétudes autour de cette caisse-là. D'abord, sur sa constitutionnalité, on a vu les organisations syndicales qui ont commencé déjà à se plaindre à ce niveau par rapport à la composition du conseil d'administration, etc. Mais au-delà de cet aspect, c'est aussi l'apport de cette caisse qui va, comme je l'ai dit, mobiliser des ressources. Mais là, on s'interroge concrètement. Comment ça va se faire? Est-ce que la Caisse de dépôt et conciliation ne vient pas un peu perturber aussi le travail des banques classiques, etc. Et puis la question du crédit pour tous ces PME, etc. qui vont prêter. On se demande concrètement, est-ce que cette caisse ne va pas gêner un peu les choses? Pour aller vite, hein, d'un point de vue juridique, disons, elle va contre la Constitution, en fait, qui dit que par rapport à la séparation des pouvoirs, lorsque les parlementaires s'immiscent dans la gestion
de l'État, déjà, c'est anticonstitutionnel. Donc déjà, la caisse est anticonstitutionnelle. Donc, d'un point de vue de l'économie, lorsque j'ai vu, disons, dans les attributions en fait, de la caisse, il y a toutes les entreprises comme la Sonabi, la Caisse de sécurité sociale, l'ONEA, vont déposer leur DAT au niveau de cette caisse de consignation. Bon, au passage, elle a déjà existé, on l'a supprimée au Burkina, même en Côte d'Ivoire, parce que lorsque vous déposez cette DAT au niveau des banques primaires permettent aux banques, disons, et DAT, c'est les dépôts à terme, disons, en fait, qui sont rémunérés, en fait, qui permettent aux banques, disons, d'avoir un grand portefeuille, en fait, de distribution de crédit dans l'économie. Et c'est sur la base de ces DAT aussi que, en fait, les banques prennent des engagements et que aussi ces sociétés aussi qui sont endettées auprès des banques font avoir des crédits. Lorsque vous n'avez plus de domiciliation, en fait, auprès d'une banque, est-ce que la banque peut vous donner des crédits? Et au-delà de ça, ça veut dire que c'est toute l'économie. Lorsqu'on amène tous ces DAT au niveau de cette banque, ça veut dire que les banques ne pourront plus financer. Non plus de capacité. De capacité. Et le peu qu'ils auront, peut-être ils vont nous donner des taux de crédit peut-être à 20% ou à 30%. Donc vous voyez, je ne sais pas comment ces gens réfléchissent dans ce pays-là pour, en fait, je ne sais pas, imaginer aussi des trucs comme ça. Quand on parle de projet structurant, vraiment, il faut éviter les termes génériques. Qu'est-ce qu'un projet structurant? Non, il faut rentrer vraiment dans... Quel projet structurant? Bon, on a vu tous les projets qui sont du PNDS et on a vu que, en fait, c'était des projets mal ficelés. Donc, il ne faut pas qu'ils passent, disons, par des passe-passe. Vous imaginez l'argent de la Caisse de sécurité sociale pour financer des projets des collectivités. Comment ils pourront rembourser cet argent-là? Par quel mécanisme? On met en danger les revenus des retraités. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et même ces grandes sociétés, etc., même leur survie est en danger. Même l'économie nationale est en danger. En Côte d'Ivoire, par exemple, ça s'est passé. Il y a eu des problèmes pour les retraités. Et même au Burkina, la caisse a existé. Et on l'a supprimée. Bon, donc, vous arrivez à des solutions où vous allez carrément noyer l'économie nationale. Pour vous, la caisse de dépôt et consignation, ce n'est pas la solution? Mais ce n'est pas une solution dans la mesure où... Elle a été justifiée suffisamment par les autorités par rapport à sa mise en place. Il suffit pas, une solution alternative. Bon, moi, je vous donne, par exemple, un exemple. Il y aura un problème de financement de l'économie par les banques. À cause de la caisse. À cause de la caisse. Dans la mesure où tous les dépôts à terme de ces grandes sociétés-là, disons, partiraient. Et même l'argent de certains projets, c'est marqué, hein, de certains projets de développement et en même temps, disons, tous les fonds de contrepartie. C'est très, très dangereux. Et puis, bon, mais comment ils vont rémunérer? Par exemple, si, j'ai jamais vu une banque qui finance du social. Une banque financée du social, où est-ce que vous avez vu ça? Donc ça veut dire que ça n'existe pas. Une banque ne finance pas du social. Et lorsque vous financez du social, par exemple, si vous prenez l'argent de la caisse et que vous n'arrivez pas à rembourser, structurant, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire structurant. Ça veut dire que c'est du social. Donc maintenant, si par exemple vous prenez l'argent de la caisse et que vous financez, et puis maintenant vous devez rembourser la caisse, ça veut dire que c'est l'État qui sera endetté et qui va... Pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'on va augmenter le niveau d'endettement de l'État. On risque d'arriver à cela. Hein. On va, c'est-à-dire faire des dépenses et puis maintenant, c'est l'État maintenant qui va prendre l'engagement encore pour payer. Donc, on va augmenter le niveau d'endettement de l'État. Bon, donc, je pense que vous avez vu pour le partenariat privé-public, ainsi de suite, PPA, ainsi de suite. Bon, en fait, le FMI, disons, a mis fin à ça parce que ça allait entraîner, en fait, un endettement. Et puis maintenant, les conditions aussi étaient peu transparentes. Bon, donc, moi, je crains que, en fait, ces gens savent que techniquement, ce n'est pas possible, comme toutes les structures qu'ils ont à monter. On monte une banque, 2-3 ans, on ferme, on fait une liquidation et on donne ça aux amis. Ça doit être... Vous avez, pendant la transition, les 20 milliards de ZIDA, le fonds d'urgence. Qui a parlé? Moi, j'ai dit sur ces plateaux que c'est un détournement cru. L'argent est parti où? 20 milliards. Et comme par hasard, cette structure-là aussi, le capital, c'est 20 milliards.
Donc vraiment, moi j'ai des doutes par rapport, disons, au principe de gouvernance dans ce pays-là. Ça veut dire que la crédibilité ou la viabilité de cette caisse SIACA va dépendre de la bonne gouvernance aussi dans la gestion justement de ces projets structurants. C'est ce que ça veut dire. Si ça fonctionne bien au niveau des collectivités, par exemple, de ces projets qui seront financés, si ça fonctionne bien, on devrait pouvoir rembourser. Je pense que dès l'annonce de l'idée, c'était déjà sous Salif Diallo au Parlement. Il y avait déjà eu des réactions qu'on a assistées de la part des spécialistes du domaine, et notamment les experts du domaine financier, qui posent ici un problème d'orthodoxie des gestions financières et des règles de fonctionnement du domaine. Donc il y a ce côté qu'il faudrait s'assurer qu'on ne contrevient pas aux normes en vigueur à la place. Comme il est en train d'exposer, les banques, on est dans une économie libérale, et cela signifie un certain nombre de principes de gestion financière et économique. Si on crée un instrument qui ne relève pas de cette philosophie, de cette théorie, il va falloir expliquer pourquoi et quel autre changement on apporte pour rester en cohérence. Donc je crois qu'il y a ce côté-là. Effectivement vient la question de la gestion, qui pourrait être plus ou moins conforme, c'est possible, parce qu'on n'imagine pas l'État créant une caisse qui va donc poser un certain nombre de gestes, mais au fond, il y a une suspicion qui va peser sur la caisse des dépôts et de consignation. En tout cas, le débat sera posé à nouveau sur nos antennes très prochainement. En débat, on espère avoir les responsables justement de la caisse et d'autres experts sur le plateau pour débattre profondément de cette caisse qui suscite déjà des réactions au niveau des syndicats. On estime qu'effectivement, déjà, ça pose un problème constitutionnel parce que vous aurez des députés qui vont se retrouver dans le conseil d'administration alors que c'est une affaire de l'exécutif. Après, comment l'Assemblée contrôle quand il y aura problème de gestion? Tout ça, ça se pose. Il y a même des représentants de la Cour des comptes, etc. Et là, ça pose un problème. On va en parler très prochainement. Merci à vous d'être passé dans le 7 Info ce soir. C'est la fin de ce numéro. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.